Il y a une idée qui revient sans cesse dans nos récits, nos histoires, nos films, séries, nos discours politiques, l'idée que la paix est le but ultime. Et au-delà de la considération idyllique de cet idéal, il est normal de vouloir que le plus de monde vive en paix et ne subisse pas les dommages collatéraux des puissants. Que si on souffre assez, comprend assez, sacrifie assez, alors un jour ça ira mieux. C'est un système qu'on a banalisé au sein même de notre société à travers le travail, les études, tout ce qui a trait à l'effort pour gagner plus tard. Mais plus je regarde certaines œuvres, plus je lis l'histoire et plus une question me hante. Et si le prix de l'humanité c'était précisément l'impossibilité d'avoir la paix? Alors, loin de moi de vous faire un trip existentiel, mais un peu quand même, mais ces derniers jours, j'ai revu l'Attaque des Titans, j'ai terminé Pluribus, j'ai vu Nuremberg au cinéma, 3 œuvres très différentes, 3 contextes, 3 époques, et pourtant la même logique revient. Des gens convaincus d'agir pour le bien, des décisions prises sans regret, des violences justifiées par des mots comme nécessité, paix, salut du monde. Alors ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de désigner des monstres, mais de comprendre comment ils naissent. Parce que les monstres ne naissent pas toujours de la haine brute, très rarement même. Déjà parce que ça enlèverait une grande part de responsabilité aux auteurs, mais aussi parce qu'ils naissent souvent de bonnes intentions poussées trop loin. C'est l'intention qui compte, ce n'est pas toujours envisageable à partir du moment précis où la douleur devient un argument. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de héros, je vais parler de ce qui se passe quand on croit que comprendre suffit, et de ce qui arrive quand sauver le monde devient plus important que préserver l'humain. Commençons par le haut du panier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'attaque des Titans, l'histoire commence de manière extrêmement simple, presque cliché. L'humanité vit retranchée derrière des murs gigantesques pour se protéger des créatures appelées Titans. Leur nom en dit long sur ce qu'ils sont, mais ce sont des êtres monstrueux, sans parole, sans conscience apparente, dont la seule fonction est de dévorer des humains. Donc non, face à cette menace, il n'y a pas de négociation possible, pas de dialogue, ni de nuance. C'est absolu et indiscutable. Donc face à eux, on a un peuple assiégé, des civils, des familles, des soldats, une communauté entière, des enfants qui grandissent trop vite. Et surtout, l'idée implicite, mais qui a son poids, si l'on se bat assez fort et qu'on survit et qu'on élimine l'ennemi, alors tout redeviendra stable et le monde au-delà des murs sera de nouveau habitable. Plutôt, j'utilisais le terme cliché parce que ce type de récit est rassurant. Et c'est précisément pour ça qu'il fonctionne. Il divise clairement le monde. D'un côté le bien, de l'autre le mal. Résumer une situation à cela rend la souffrance lisible. Mourir n'est plus absurde, c'est devenu un sacrifice. Et la peur devient par la même occasion légitime. La violence devient défensive et surtout, l'ennemi est totalement déshumanisé. Bah forcément quand tu es face à un ennemi qui ne parle pas, ne pense pas, ne doute pas et qui ne fait que manger et détruire, tu dois réconforter par le fait que tu peux tuer ses ennemis sans remords. Et à ce stade, vous êtes complices. Bon, je vous dis vous, mais réellement c'est nous, les spectateurs. Nous sommes complices. On ne questionne rien. On veut simplement que les humains gagnent et que l'ennemi disparaisse. C'est instinctif, c'est presque animal, et c'est précisément là que la série commence à devenir dangereuse. Tout simplement parce que progressivement, ce mythe cesse de tenir. L'ennemi acquiert une histoire, une voix, une logique, et en un claquement de doigts, il devient humain. Pas meilleur, pas plus moral, seulement humain. Vous savez, avec nos peurs, nos récits transmis, nos justifications héritées. Mais c'est à ce moment que le récit nous retire ce qu'il nous avait si gentiment offert au départ, le confort moral. Ben oui, parce qu'il devient difficile de se contenter de dire « ils souffrent donc ils ont raison ». On ne peut plus réduire la violence à une simple réponse à l'oppression. La série détruit l'idée selon laquelle la souffrance confère une supériorité morale automatique. Et c'est profondément inconfortable, justement parce que ça nous oblige à reconnaître une chose très simple. Être une victime n'empêche pas de devenir un bourreau. À ce stade du récit, on a déplacé quelque chose. Le danger n'est plus seulement extérieur, il est devenu intérieur, complètement logique et raisonnable. Eren Yeager, le personnage principal, est intéressant précisément parce qu'il n'est pas une rupture brutale, il est une continuité. Il incarne ce que produit un monde où la souffrance est constante, où la perte est répétée, encore et encore, et où l'on apprend très tôt que vivre implique de sacrifier. Honnêtement, son évolution n'est pas choquante, elle est même très cohérente et c'est pour ça qu'elle peut se révéler insupportable. Eren ne devient pas violent par plaisir, ni ne devient cruel par sadisme. Il devient radical parce que lorsque l'on a trop perdu, plus rien ne semble excessif. Mais encore une fois, la douleur explique. Elle ne sanctifie pas. Souffrir ne rend pas moralement supérieur, et souffrir ne donne encore moins automatiquement raison. À partir du moment où Eren accepte que tout puisse être écrasé au nom d'un objectif final, la fin ne justifie même plus les moyens. Elle écrase toute autre considération. Les vies deviennent des variables, les morts deviennent des chiffres.
Et surtout, la responsabilité individuelle disparaît derrière une nécessité supposée. C'est là que Zeke, son demi-frère, entre en scène. Lui ne crie pas, il ne s'emporte pas, il raisonne. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, mais son discours est humaniste en surface, et plutôt propre. Mettre fin à la souffrance, empêcher les guerres futures, sauver le monde, tout ça, ce sont des phrases qu'on a déjà entendues des milliers de fois dans l'histoire. Mais il y a un truc à considérer sérieusement. L'absence totale d'état d'âme est justement ce qui annule toute prétention morale. Et c'est exactement ce qu'il se passe lorsque la douleur d'autrui n'entre plus dans leur calcul. Elle n'est pas niée, elle est simplement jugée négligeable. Donc, on a clairement abandonné les convictions politiques pour entrer dans quelque chose qui dépasse l'humain. Parce qu'à partir du moment où l'on s'autorise à décider qui doit exister pour que le monde aille mieux, on ne raisonne plus comme un humain parmi tant d'autres. On raisonne simplement comme une entité supérieure qui se donne le droit de trancher au nom d'un bien abstrait. Ce n'est pas la haine brute qui est à l'œuvre ici, c'est la haine rationalisée, et c'est beaucoup plus efficace. La haine. Qu'est-ce que la haine? Parce qu'on peut détester quelqu'un pour littéralement n'importe quelle raison, et la seule limite reste notre imagination. Pas besoin d'être légitime pour haïr. C'est ça qui est formidable. C'est une émotion souvent présentée comme excessive et souvent irrationnelle. C'est violent, criard, évident. Or, à mon humble avis, dans la réalité, la haine la plus dangereuse est rarement celle qui explose, plutôt celle qui s'organise. La haine n'est pas seulement une question de rejet de l'autre, c'est aussi et surtout une manière de donner du sens à ce qui fait peur. Et ce n'est pas étonnant d'avoir cela comme réponse dans un monde trop complexe et instable. Elle permet de désigner un responsable, quand l'angoisse devient ingérable. Elle crée des catégories claires là où il n'y a que du flou. Un nous et un eux. Bref, elle offre une direction et surtout un récit dans lequel la violence devient compréhensible et donc nécessaire. En ce sens, la haine n'est pas qu'une réaction émotionnelle, c'est une structure et un outil. Et voilà pourquoi elle survit aux ennemis qu'elle prétend combattre. À partir de là, une question s'impose toute seule. Même si dans l'univers de l'attaque des titans, le plan d'Eren ou de Zeke fonctionnait, même si les titans disparaissaient, même si la menace telle qu'on la connaît cessait d'exister, est-ce que la haine disparaîtrait pour autant ? Honnêtement, non. Elle se déplacerait comme elle l'a toujours fait. Comme je l'ai dit, la haine n'est pas uniquement une réaction à une menace concrète. Elle est un outil de sens. Elle simplifie une réalité chaotique en un récit lisible. Et surtout, elle permet d'éviter quelque chose de plus angoissant. Le vide. C'est inconfortable à admettre, mais les humains n'ont pas seulement besoin de sécurité. On a besoin d'histoire, avec ses causes et ses responsables. Même sans titan ou ennemi officiellement désigné, l'histoire se recyclerait. Elle serait transmise, déformée, instrumentalisée, sanctifiée pour servir autre chose. Domination, exclusion, etc. C'est pour ça que je me méfie énormément du discours selon lequel il faut de la souffrance pour apprécier la paix. Ou il faut toucher le fond pour aller mieux. À l'échelle individuelle et émotionnelle, ça peut parfois faire sens, mais à l'échelle de l'histoire humaine, c'est une catastrophe. Parce que la souffrance massive ne sublime absolument rien. Elle ne rend pas plus sage. Elle transmet des traumatismes et produit des individus persuadés d'agir pour le bien. J'espère que la question ne se pose pas, mais pourquoi pensez-vous que chaque année on commémore le 8 mai et qu'on se recueille le 27 janvier ? Qu'on enseigne les génocides, les guerres, les procès comme ceux de Nuremberg ou Eichmann, tout simplement parce que connaître l'histoire devrait permettre d'éviter de la répéter. Parce que la mémoire collective est un rempart, et pourtant, même informés, même conscients, nous répétons les cycles de douleur. On se dit que le problème c'était l'ignorance, et qu'une fois la vérité exposée et les faits établis, plus jamais ça. Mais ça, cela suppose que le mal est une erreur de compréhension, pas une possibilité humaine permanente. Le procès Nuremberg est souvent présenté comme étant le moment où la barbarie nazie a été jugée. Et c'est totalement vrai, mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que les hommes assis sur le banc des accusés n'étaient pas des figures du chaos ou de la folie pure. C'était des gens comme vous et moi, instruits, rationnels, organisés, et surtout organisés. Des juristes, médecins, ingénieurs, administrateurs, ils comprenaient très bien ce qu'ils faisaient, et c'est dérangeant. Vous croyez que comprendre empêcherait d'agir mal ? Ces hommes n'étaient pas aveugles, ils étaient convaincus d'agir pour un ordre supérieur, pour l'avenir, la stabilité, pour la paix d'un monde débarrassé de ce qu'ils percevaient comme une menace. La réduction de l'humain à une variable dans un calcul. Donc le problème n'est pas l'absence de réflexion, le problème c'est la manière dont la réflexion peut être mise au service de la déshumanisation. Quand la pensée cesse de se demander jusqu'où peut-on aller et commence à se demander combien peut-on sacrifier,
on a déjà franchi une ligne. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans des œuvres de fiction comme SNK. On ne nous montre pas des monstres irrationnels, mais des personnages qui comprennent parfaitement la logique de leurs actes. Pluribus va encore plus loin en imaginant un monde où la violence a été éradiquée, non pas par la morale, mais par la dissolution de l'individu. Dans tous les cas, la même illusion persiste. Celle qu'un système suffisamment intelligent pourrait enfin mettre fin au conflit. Mais l'histoire nous apprend ça. La lucidité ne rend pas bon, elle rend efficace. Comprendre le passé ne nous immunise pas contre sa répétition. Comprendre la mécanique de la haine ne l'empêche pas de se reformer ailleurs. Tant que l'on continue à croire que le problème est uniquement cognitif, qu'il suffit de savoir pour ne pas refaire, on passe à côté du fait que la violence humaine ne naît pas seulement de l'ignorance, mais de la capacité à donner du sens à ce qui détruit. Et c'est précisément pour ça que la paix absolue, pensée comme objectif final, devient inhumaine, parce qu'elle exige presque toujours que quelqu'un, quelque part, soit sacrifié au nom d'un bien abstrait. Pluribus part d'une hypothèse radicale et presque séduisante de prime abord. Et si la source principale de la violence humaine n'était pas la haine en elle-même, mais l'individualité, les désirs contradictoires, les frustrations, les égos, les blessures et volontés opposées, et si pour atteindre la paix, il fallait simplement supprimer ce qui nous sépare. Dans Pluribus, les humains ne sont pas vraiment séparés les uns des autres, ils sont reliés dans une forme de conscience collective. Il n'y a plus de conflit, plus de guerre, il n'y a même plus de conversation. La violence a disparu, donc on pourrait dire que objectivement le monde va mieux, non ? Non, parce que cette paix n'est pas née d'un apaisement, mais d'une neutralisation des risques. Ce n'est pas le fruit d'un travail moral, c'est contourner le problème. Les désirs individuels ne sont pas négociés et les contradictions sont tout simplement effacées. Dans cette série, on nous montre que oui, la paix peut exister, mais sans justice, sans liberté et même sans véritable consentement. Elle peut exister simplement parce qu'il n'y a plus personne pour dire non. Et c'est là que ça devient dérangeant. Il n'y a pas de bottes, pas de camps, pas de cris, pas de pleurs. Il y a une douceur inquiétante causée par une harmonie artificielle, une absence de conflit qui n'est pas choisie mais programmée. On pourrait presque dire que Pluribus pousse à l'extrême ce que SNK et Nuremberg laissent entrevoir. Là où Eren et Zeke veulent sauver le monde par la destruction ciblée, Pluribus veut la sauver par la fusion totale. Autant vous dire que dans les deux cas, l'individu est sacrifiable et dans les deux cas, la souffrance est jugée comme secondaire à un objectif supérieur. Parce qu'en soi, si l'humain pose problème, alors supprimons ce qui fait de lui un humain. Mais à quel prix ? Dans Pluribus, la paix est réelle mais vide. Il n'y a plus de solitude extrême, mais il n'y a plus non plus de rencontres authentiques. Plus de conflits, mais plus de choix non plus. Plus de guerre, mais plus de liberté d'être fondamentalement différent. C'est une paix sans vie et sans risque, parce que le risque est par définition ce qui la remettrait en question. Alors, Pluribus, j'aime bien parce qu'elle ne nous dit pas « regardez comme c'est mal », elle fait pire en nous disant « regardez comme ça fonctionne », en nous l'étalant sur le visage. Mais c'est terrifiant parce qu'elle nous force à admettre que la paix absolue est peut-être atteignable, simplement pas sans mutiler l'humain. Donc le souci n'est pas seulement la haine, c'est cette obsession à vouloir résoudre définitivement l'histoire humaine, à vouloir fermer la parenthèse du conflit comme on ferme un dossier, à vouloir une solution finale à quelque chose qui, par nature, ne se résout pas. Bon, à ce stade, il faut accepter une chose. Il n'y a pas de solution propre, point final. Pas de moment où l'humanité apprend enfin. Non. Je vais être très claire là-dessus. Si la paix absolue exige soit l'écrasement de certains, soit la dissolution de tous, alors elle cesse d'être un idéal humain. Elle devient un projet d'optimisation. Et l'histoire nous montre que chaque fois que l'on a voulu optimiser l'humain, on a commencé par le réduire. SNK, Pluribus, Nuremberg racontent tous la même chose à des échelles différentes. Le problème n'est pas que les gens ne comprennent pas. Le problème, c'est que comprendre n'empêche pas d'agir violemment. Parfois même, ça légitime, parce que comprendre donne un sentiment de hauteur. Et de là-haut, écraser devient plus facile, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il reste concrètement quand on refuse d'être un héros, un sauveur ou un architecte du monde? Il reste quelque chose de beaucoup plus modeste et paradoxalement beaucoup plus exigeant. Refuser de sanctifier la haine même quand elle est logique. Refuser d'appeler nécessaire ce qui écrase l'humain même quand ça rassure. Refuser de croire que la fin justifie tout, surtout quand la fin porte un joli nom. À l'échelle individuelle, on ne sauve pas le monde. Et c'est très bien comme ça. Parce que vouloir le sauver est souvent le premier pas vers sa simplification violente. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est résister à la tentation du récit total. Résister à l'envie de transformer la souffrance en capital moral. Résister à cette idée dangereuse selon laquelle, parce que tout est foutu, alors tout est permis. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, mais c'est peut-être la seule forme de paix qui ne trahit pas l'humain. Une paix fragile, incomplète,
toujours menacée, mais choisie à chaque instant. Et si ça paraît insuffisant à l'échelle du monde, c'est normal. Mais à l'échelle d'une vie, c'est immense. Parce que l'humanité ne se perd pas seulement dans les grands crimes. Elle se perd surtout quand on accepte que certains soient écrasés pour le bien de tous. Et elle survit chaque fois que quelqu'un ose dire non, pas comme ça. Pas sans regret, pas sans douleur, mais surtout pas sans humanité.